Régime impérialiste, guerre non provoquée, sanctions contre l'agresseur. Sur les plateaux télé, dans les discours politiques, dans les éditoriaux, ce même refrain tourne en boucle depuis 4 ans. En Occident, le verdict est gravé dans le marbre. La Russie est coupable pour son opération militaire en Ukraine. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Mais il suffit de changer les variables de l'équation pour que le ton change. Ici, l'attaque venait non pas de Moscou, mais de Washington. Et si la cible n'était pas le gouvernement ukrainien, mais l'Iran. Dans ce cas, la solidarité occidentale va vers celui qui frappe, et le coupable est celui qui encaisse les coups. Depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Mais peut-on comparer ces deux situations, l'opération militaire russe en Ukraine et l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran? Oui, mais à une condition. Si on regarde les faits sans les lunettes idéologiques. Et là, la comparaison devient embarrassante, mais pas pour Moscou. Car dans le cas ukrainien, le conflit ne commence pas en 2022. Il remonte à 2014, lorsque Kiev lance une opération militaire contre les populations russophones du Donbass. Les accords de Minsk, censés ramener la paix, ont été jetés à la poubelle par les présidents ukrainiens. Et puis, il y a aussi la question de l'OTAN. L'adhésion possible de l'Ukraine aurait placé l'alliance militaire occidentale directement aux portes de la Russie. Une ligne rouge stratégique. Mais quelle menace l'Iran représentait-il pour les États-Unis, situés à plus de 10 000 kilomètres? L'arme nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique le dément. Malgré cela, Washington et Tel Aviv ont lancé leurs frappes. Le bilan en Iran dépasse 1 millier de morts, dont un tiers des enfants. Mais en Occident, l'indignation reste curieusement silencieuse. Et les multinationales ne ferment pas leurs bureaux aux États-Unis ou en Israël, contrairement à ce qu'ils avaient fait en Russie au nom de la morale. La crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine et le contexte opérationnel imprévisible qui en découle ont amené McDonald's à conclure que le maintien de ses activités en Russie n'est plus viable et n'est pas conforme à ses valeurs. Ford est profondément préoccupé par l'invasion de l'Ukraine et les menaces pour la paix et la stabilité qui en découlent. Cette situation nous a contraints à réévaluer nos opérations en Russie. ExxonMobil soutient le peuple ukrainien qui cherche à défendre sa liberté et à déterminer son propre avenir en tant que nation. Nous déplorons les actions militaires russes qui ont violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et mis son peuple en danger. Et ces deux poids, deux mesures ne s'arrêtent pas aux capitales occidentales. On les retrouve aussi au secrétariat de l'ONU, censé incarner l'impartialité. Une mission qui semble pourtant difficile pour l'actuel secrétaire général. Le 24 février 2022, jour du début de l'opération militaire russe, Antonio Guterres parle du moment le plus triste de son mandat. C'est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations Unies. J'ai commencé cette réunion du Conseil de sécurité en m'adressant au président Poutine. Je lui ai dit de tout mon cœur, retenez vos troupes de lancer une offensive en Ukraine. Donnez une chance à la paix, car trop de gens sont morts. Mais curieusement, le jour où les États-Unis et Israël frappent l'Iran n'a pas suscité la même tristesse chez Antonio Guterres. Pas d'appel solennel, pas de message personnel aux dirigeants américains ou israéliens. Le secrétaire général se contente d'une simple condamnation des États-Unis, d'Israël et de l'Iran. Le droit international et le droit international humanitaire doivent toujours être respectés. C'est pourquoi, depuis ce matin, j'ai condamné les frappes militaires massives menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. J'ai également condamné les attaques consécutives de l'Iran, violant la souveraineté et l'intégrité territoriale de Bahreïn, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis.
Pourquoi tant d'émotions pour l'Ukraine et si peu pour l'Iran ? Une partie de la réponse se trouve apparemment dans les publications des médias occidentaux. Souvenons-nous de Boutcha. Pour les rédactions occidentales, c'était une aubaine. Horreur à Boutcha, barbarie et génocide. Les soldats russes étaient déjà désignés comme les bouchers de Boutcha. Pourtant, Moscou a présenté des éléments remettant en cause cette version. Pas de liste de victimes, aucune preuve vérifiable. Mais pendant ce temps, le 28 février, une frappe touche une école en Iran. Là, personne ne parle de mise en scène. Le bilan fait froid dans le dos. 171 morts, pour la plupart des enfants, des petites filles. Et comment l'information est-elle présentée en Occident ? Le New York Times titre simplement « L'Iran affirme que des dizaines ont été tués dans une frappe contre une école ». Des dizaines de qui ? Et surtout, frappés par qui ? Où sont passés les mots « barbarie »,« horreur » ou « génocide ». Dans plusieurs médias français, l'événement est traité un peu comme un accident sur un parking. Pas de responsable clairement nommé. Comme si la bombe était tombée du ciel toute seule. Du côté des dirigeants occidentaux, c'est le silence, comme si rien ne s'était passé. À Washington, on évite soigneusement la question. Marco Rubio affirme que les États-Unis ne frapperaient jamais délibérément une école. Pete Hegseth parle d'une enquête. Pourtant, le New York Times lui-même laisse entendre, sans émotion particulière, que le missile pourrait bien être américain. Mais l'article ajoute aussitôt une justification. La cible aurait dû être apparemment une base navale à proximité. Quoi qu'il en soit, on parle d'une école frappée par un missile. Où sont les propositions de sanctions ? Au moins les condamnations de la part des Européens. Ces mêmes Européens qui s'inquiétaient tellement du destin des enfants ukrainiens. Silence. Même le Comité international olympique ne se presse pas pour punir les agresseurs. Dans un monde secoué par les conflits, les divisions et les tragédies, où des vies sont perdues et où tant de personnes subissent des tragédies, le Comité international olympique réaffirme plus que jamais sa conviction que le sport doit rester un phare d'espoir, une force qui rassemble le monde entier dans une compétition pacifique. Sur ce point, difficile de contredire le Comité international olympique. Pourquoi les sportifs américains ou israéliens devraient-ils payer pour des décisions politiques qu'ils ne contrôlent pas ? Une question légitime. Mais lorsqu'il s'agit d'athlètes russes, ce principe disparaît. Afin de protéger l'intégrité des compétitions sportives mondiales et pour la sécurité de tous les participants, la commission exécutive du CIO recommande aux fédérations internationales des sports et aux organisateurs d'événements sportifs de ne pas inviter ou autoriser la participation d'athlètes et de responsables russes et biélorusses aux compétitions internationales. La victime devient l'agresseur et l'agresseur se transforme en victime. Le tout sous les grands discours sur la liberté et la démocratie. Les doubles standards occidentaux ne surprennent plus personne. Mais avec l'attaque contre l'Iran, ils ont franchi un nouveau cap.